Je lui ai demandé, mon gars, mais comment ça s'est passé ton entretien? Il m'a dit, mon gars, c'était chaud. Ouais. Il y a des ventilateurs, il y a des primes, mais je transpire. Hein. J'ai dit, waouh. Et l'agent, il m'a donné, c'est pas un papier. Il m'a dit, mais monsieur, rédigez vos motivations en anglais. Je me suis dit, waouh. Attends, sérieusement parlant? Oui, elle m'a demandé ça. C'était une dame. Pour venir en France, il faut être d'abord prêt. Bah, c'est pas psychologiquement, moralement et aussi physiquement. Parce que là, en France, tu es là, tu fais tout de toi-même. Exactement. T'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Le logement, tu le cherches toi-même. Ouais. Le job d'étudiant, tu le cherches toi-même. Tout. Le dossier, c'est moi, je le fais moi-même. Et donc, je l'ai fait moi-même. Et heureusement, je me suis retrouvé avec 4 admissions. Ouais, tu vois, super. Et pour un petit conseil aux abonnés, parce que c'est important que vous-même vous fassiez votre dossier. Tu as fait une première fois, ça n'a pas marché, et c'est une deuxième fois maintenant, ça a été. Ah oui. Bah, c'est super parce que il y en a aussi, ils font une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça ne marche pas, c'est vraiment pas facile. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission et bienvenue dans Destination en France, l'histoire. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va accueillir une personne vraiment très sympa et très gentille. Un grand frère à nous tous, il va essayer de nous expliquer un peu son histoire, son parcours pour aider vraiment le maximum d'étudiants dans les procédures Campus France, dans leur venue en France et même dans la recherche de certaines choses comme job étudiant, stage et tout. Donc j'espère quand même que la vidéo va beaucoup vous aider, que vous allez vraiment apprendre beaucoup à travers lui. Et sans plus tarder, on va le laisser se présenter et tout. Et petit à petit, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, grand bonjour. Bonjour Maurice. Comment tu vas? Ça va, merci. Et bonjour à tes millions d'abonnés. Et bon, pour ce qui est de moi, je suis Barry Mamadou. Je suis étudiant à licence 3 à l'université de Marie-Louis Pasteur ici, ex-Franche-Comté. Bon, je suis en formation en communication, en infocom. Du côté, je suis aussi en stage, en initiation à la recherche en textométrie au laboratoire de l'université. Du côté, s'il faut aussi revenir sur mon parcours de la Guinée, je suis, disons, diplômé en sciences du langage à l'université de Cancan, de Julius Nyerere de Cancan, où j'étais aussi stagiaire en journalisme, en initiation en journalisme, en formation et en renforcement des capacités en journalisme. J'ai fait aussi pas mal de formations comme la formation, la communication publique et politique, le leadership et aussi la création d'entreprises. Et donc, voici en quelque sorte qui est Mamadou Tué. Ouais, c'est intéressant. Là, tu as un vrai bon parcours. Hein. Merci, Maudit. C'est bien. J'espère que tu iras loin encore. Ouais, on l'espère. Ouais. Et du coup, depuis quand tu es en France ici? Je suis en France depuis le 8 août 2024. 24. Ah, donc, tu es nouveau, alors? Ouais. Ah ouais. Je suis un bleu. Je pense que ça fait un peu longtemps et tout, mais c'est intéressant ça. Et du coup, comment tu t'es retrouvé ici en France? Pourquoi même déjà la France, pas un autre pays? Pourquoi tu as fait la procédure pour venir en France? D'abord, pourquoi la destination en France? La France déjà a été toujours mon pays de rêve. Depuis que j'étais au primaire, je me disais toujours que soit je vais être en France, ou en fait dans les lycées de la France ou bien dans des universités françaises. Et donc du coup, j'ai parlé avec ma maman et mes frères. Ils m'ont encouragé, ils m'ont dit ouais, tu peux le faire, hein, tu peux le faire. On peut t'envoyer en France, hein, mais si c'est pas par le biais des études, tu vas te retrouver c'est pas à chercher à être c'est pas n'importe qui là-bas ou bien demander d'asile et puis ça va pas t'arranger. Donc du coup on t'encourage dans des études, faut faire beaucoup d'efforts. Et puis je me suis mis à la tâche et j'ai beaucoup bossé. Comme je te l'ai dit, j'ai pas chômé. Même les vacances, je faisais mon stage parce que j'avais en tête que les Français ils cherchent quelqu'un au-delà de son parcours académique qui bosse aussi c'est pas dans des entreprises et tout parce que eux d'abord ils se focalisent non seulement sur ton parcours académique mais aussi professionnel. Ouais. Et donc, pendant les vacances, je faisais des stages parce que je savais que, en fait, j'allais faire à Campus France.
Et donc, pour la première fois, quand j'étais en première année à l'université de Cancun, j'ai essayé avec Campus France. Et puis là, ça n'a pas marché. J'avais droit à 3 choix parce que j'avais postulé pour la première année. Donc là, j'avais droit pour 3 universités. Ça n'a pas marché. J'ai postulé pour l'université de Grenoble, de Dijon et également de Paris Sorbonne. Parce que Sorbonne, d'abord, il faut reconnaître que c'est une université. C'est chaud. C'est une université que j'ai toujours voulu intégrer. Et bon, voilà, ça n'a pas marché, mais du coup, je me suis pas découragé. Par après, je l'ai fait aussi en 2023, en 2023. J'ai commencé la procédure. Là, j'ai postulé pour cette université. Et heureusement, j'ai été retenu dans 4 universités, à l'université ici de Marie-Louis Pasteur avec sa Franche-Comté, à l'université de Dijon et à l'université de Lorraine, et également à l'université de Strasbourg. Et donc, voilà, en quelque sorte, mon parcours pour venir en France. Ah ouais, c'est intéressant. Donc, tu as fait une première fois, ça n'a pas marché, et c'est une deuxième fois maintenant, ça a été. Ah oui. Bah, c'est super parce que il y en a aussi, ils font une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça ne marche pas, c'est vraiment pas facile. Ok, c'est intéressant. Et dis-moi, dans ton parcours, tes choix d'université, comment tu les as fait? Ou est-ce que c'est une agence qui a fait ta procédure pour toi? Ou bien si c'est toi-même, sur quels critères t'es basé vraiment pour faire le choix des universités pour que tu puisses avoir jusqu'à 4 réponses parce que c'est pas évident. Oui, pour la première fois que j'ai postulé à Campus France, j'ai passé par une agence. Ouais, là, ça n'a pas marché. Du coup, la deuxième fois déjà que j'avais un peu d'idées pour le Campus France. Je me disais pourquoi pas le faire moi-même. Ouais, c'est intéressant. Oui, j'ai écrit mes lettres de motivation, je les ai partagées avec mes professeurs à l'université, je les ai partagées avec mon frère qui est là, parce que j'ai un frère là. Le choix de mes universités aussi, j'ai tout soumis à mon frère et à des personnes qui sont là. J'ai monté un bon dossier. Déjà que j'avais un très bon parcours académique, mais aussi un parcours professionnel parce que pour un étudiant de la licence 3 qui a 2, 3 stages et plus de 6 formations, il faut reconnaître que c'est un bon parcours. Là, je me suis dit, je vais me lancer moi-même. Je ne vais pas attendre que quelqu'un me donne un coup de main ou bien, c'est pas, une idée, oui, une personne peut me partager son avis sur mon dossier, mais le dossier, c'est moi, je le fais moi-même. Et donc, je l'ai fait moi-même. Et heureusement, je me suis retrouvé avec 4 admissions. Ouais, tu vois, super. Et pour un petit conseil aux abonnés, parce que c'est important que vous-même vous fassiez votre dossier, même si vous devez être suivi par quelqu'un, mais si vous le faites, vous comprenez mieux beaucoup de choses et vous grandissez. Arriver là, ça peut être vraiment facile que de laisser tout à une agence ou à une personne, c'est un peu vraiment bizarre. Donc c'est intéressant alors ce que tu as fait. Moi déjà, Maurice, je me dis que en fait les personnes qui confient tout à une agence, oui, peut-être l'agence il peut faire quelque chose, mais moi je me dis que la personne elle n'est pas prête pour venir en France parce que d'abord il faut reconnaître qu'en France il n'y a pas ces agences. C'est que là il n'y a pas à dire que je vais aller dans tel cyber, dans tel autre cyber. Il n'y a pas ça ici. Donc pour venir en France il faut être d'abord prêt. C'est pas psychologiquement, moralement et aussi physiquement parce que là en France tu es là. Tu fais tout de toi-même. Exactement. T'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Le logement, tu le cherches toi-même. Le job d'étudiant, tu le cherches toi-même. Tout. Et puis, à l'université dans laquelle tu as postulé aussi, il faut reconnaître que les universités françaises, c'est plus dire que les universités guinéennes. Et donc, pour venir là, il faut bosser 2 fois plus sur son dossier. Ne pas le confier à une autre personne. Exactement. Et ça, la responsabilité commence par rapport à ça déjà. C'est bien. Et du coup, vu que tu as fait ton dossier toi-même et tout, tu as fait les lettres de motivation et les CV, maintenant on va attaquer l'entretien qui est vraiment un sujet qui effraie beaucoup d'étudiants. Et même si déjà le moment de l'entretien est passé, mais peut-être que pour l'année prochaine, ceux qui verront la vidéo, ça pourra les aider. Donc, du coup, dis-moi, toi, comment tu es préparé vraiment pour l'entretien et quels sont les pièges à éviter pour vraiment le jour de l'entretien être vraiment prêt pour tout défoncer? Ah là, c'était chaud, oui. L'entretien, ça a toujours été chaud pour moi parce que la première fois, d'abord, ça m'a donné quelque chose de très précis. Je me disais que la deuxième fois, il fallait que en fait, je donne tout de moi pour réussir mon entretien.
Et donc, du coup, là, je me suis préparé en amont avec mon frère et aussi avec une personne en fait, qui était à la radio. Que je dis d'abord merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi, parce qu'elle m'a préparé, bien qu'elle ne connaissait rien de Campus France, mais j'avais cherché à connaître les questions auxquelles ils vont me poser. En fait, il y a mon frère parce que lui, il est passé aussi par Campus France. D'accord. Il me donnait des questions que Campus France posait à chaque fois, même si ça ne vient pas à chaque fois aussi, il faut le reconnaître, mais ça vient, disons, dans 2, 3 ans, ça vient quand même dans les 2 ans. Ouais, là, je me suis préparé en amont, j'ai posé comme un fou, chaque soir. J'ai répété la même chose pour mon parcours professionnel, mon parcours académique, les universités dans lesquelles j'ai postulé, les villes. En fait, je bossais aussi sur les questions pièges comme quand l'agent te demande pourquoi tu as choisi cette ville. Ouais. Je me suis préparé conséquemment à ça. Je disais toujours que non, moi j'ai pas choisi la ville, mais plutôt l'université. C'est l'université que j'ai choisie. Oui, bien que peut-être que la ville c'est une grande ville, ou bien c'est une ville très 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 c'est pas fréquentée, mais j'ai toujours choisi les universités. Ouais, c'est super, c'est super. Et surtout, c'est perfectionner à chaque fois et persévérer. Ah ouais. C'est surtout ça le secret de l'entretien. Et par exemple, voilà, tu es prêt maintenant à l'entretien et tout. Et le jour de l'entretien, comment ça se passe concrètement, à ton avis? Comment ça a été? Quelles sont peut-être les questions dont tu te rappelles qu'on t'a posées? Bon, le jour de l'entretien, déjà, j'étais prêt, comme je t'ai dit, physiquement, psychologiquement, moralement, je me disais que oui, j'allais réussir mon entretien. Là, d'abord le matin, parce que moi, mon entretien, c'était prévu à 12 heures. Là, le matin, à 6 heures, je me suis levé, comme d'hab, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ma prière. J'ai demandé à Dieu qu'il me facilite mon entretien. Après, je m'étais bien en fait. Je me suis lavé, j'ai fait une petite lecture comme d'hab, parce que moi, chaque matin, après la lecture du Coran, je prends 10, 15 minutes pour me documenter, pour un peu en fait, nourrir mon esprit. Ouais, intéressant. Ouais, comme d'hab. Et puis là, je me suis mis bien dans mon corps. Je me suis très bien habillé, parce qu'il faut le reconnaître aussi. Il faut très bien s'habiller pour oui, pour être présentable. Exactement. Je me suis habillé. En fait, j'avais tout prévu. Ouais. J'avais, il y a ma mère qui m'avait acheté une veste. C'est intéressant, ça. Une veste, je me suis mis bien. Ouais. Elle m'a donné son parfum, je me suis parfumé. Elle m'a dit, mais ouais, mon C'est fils, sur la t'es tête. beau, hein, tu es beau. Je me suis coiffé très bien. Intéressant. Même elle était convaincue. Elle m'a dit, ouais, ça va, t'es beau, mon fils. Tu vas tout casser. Ouais. En fait, mon entretien, c'était à 12 heures, mais moi, j'ai usé nécessaire de bouger de la maison à 10 heures, parce que déjà, j'étais à Bambeto. Ouais. Parce que tu sais, on connaît à Bambeto, à chaque fois, il y a des grèves. Ouais. Donc, je voulais pas rater mon rendez-vous. Je suis parti à 10 heures. Okay. Là, j'étais en salle d'attente. C'est là-bas, j'ai attendu jusqu'à 11 heures. Et là, il y a mon cœur qui a commencé à battre, parce que il y avait un gars là, et il faisait l'informatique. Il était rentré avant moi. Quand il est sorti, il transpirait. Je me suis dit, mais ça va chauffer, hein. Je lui ai demandé, mon gars, mais comment ça s'est passé ton entretien? Il m'a dit, mon gars, c'était chaud, hein. Ouais. Il y a des ventilateurs, il y a des primes, mais je transpire, hein. J'ai dit, waouh. Ouais. J'ai commencé à un peu desserrer les choses, la cravate. Mais dans les environs de 11h48 comme ça, il y a un monsieur, il m'a appelé. C'est vous, monsieur Mamadou Bari? J'ai dit, non, moi je m'appelle Mamadou Djebari. Il m'a dit, mais monsieur, c'est la même chose, là. La pression. Oui, j'ai senti qu'il y a une pression. Ouais, je comprends. Mais moi, je suis toujours confiant. Je suis toujours confiant. Je suis rentré dans la salle et il était là, comme d'hab. En fait, les signes de politesse, j'ai attendu qu'ils me disent, monsieur, prenez place. Là, il m'a très bien accueilli déjà.
parce que j'étais confiant, toujours confiant. Ouais. Il m'a demandé pas mal de choses sur mon parcours académique, quelquefois sur mes cours à l'université. Ouais, j'ai répondu avec une arrogance. Ouais, parce que Confiant. oui, très confiant, très confiant. Ouais. Et puis j'ai même envoyé un monsieur dans un terrain qu'il ne maîtrisait pas du tout. Qui ne maîtrisait pas du tout, parce que il faut le reconnaître, si une personne te pose une question, il faut aller au-delà de ce que la personne s'attend, en fait. Donc, du coup, j'ai fini l'entretien dans les environs de 30 minutes comme ça. Ok. Ouais. Bah, c'est intéressant, quoi. Et pour vraiment clôturer cette partie, est-ce que tu as un conseil particulier à donner, par exemple, aux étudiants qui se préparent pour l'année prochaine à leur entretien? Comment ils peuvent aborder la chose et qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place s'ils doivent vraiment, pour se sentir aussi confiant comme tu l'as été, pour vraiment diminuer la pression autour de l'entretien? Oui, moi, déjà, je veux dire à ce qui vont se préparer pour Campus France, il faut savoir déjà que Campus France, c'est pas facile. C'est pas comme le Canada. Là, tu as un entretien à préparer. Et donc, la première des choses qu'il faut faire, il faut se préparer. Pas dans un mois, pas dans 2 mois, mais dans beaucoup de mois. Il faut se préparer. Et aussi, il faut se dire, oui, c'est pas quelque chose de facile, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver, coûte que coûte, je vais y arriver, je vais donner le meilleur de moi. D'accord. Ouais, mais, et là, bosser 2 fois plus. Ne pas oublier la prière. Que tu sois musulman ou chrétien, faut demander à Dieu, faut beaucoup prier. Et aussi bosser sur ses cours. Et aussi, ne pas, en fait, tu sais ce qui fatigue la plupart des gens? En fait, tu as une économie en Guinée qui veut postuler, c'est pas mécanique en France. Exactement. Non, mais ça va pas être possible. Imagine à l'entretien, des questions. Ça va pas être possible. Tu peux pas faire un changement de parcours comme ça. C'est brutal, ça. C'est brutal. C'est brutal. Il faut, si tu es en économie, il faut d'abord postuler en économie ici en France. Et arriver, peut-être que... Oui, arriver ici, après une première année, tu peux voir ce que tu peux faire après. Mais il faut d'abord, moi, je me dis même les changements de formation, je me dis que c'est bizarre pour une personne. Il faut avoir un objectif. Exactement. Tu es en économie, dis-toi que je veux être, par exemple, banquier ou c'est pas. Comme ça. Oui, mais il faut te donner à fond. Exactement. Pour la formation. Ne pas changer comme ça. Tu te dis, faut pas regarder parce que moi j'ai fait la formation, j'ai pas réussi. Je te dis non, mais Mori, tu sais, la formation en économie, ça donne pas. Moi, ça a été mon cas en fait. En Guinée, je faisais des sciences sociales. À chaque fois que je demandais conseil à des gens qui étaient là ou bien au Canada, ils me disaient, mais Joe, il faut changer d'abord de formation. Il faut aller en mathématiques ou bien en expérimental. Mais je me dis non, mais c'est pas de mon objectif de changer de formation. Moi, je veux devenir journaliste et je dois être journaliste. C'est ce que tu aimes et c'est ce que oui, c'est ce que j'aime. En fait. Depuis que j'étais au primaire, j'avais toujours rêvé d'être journaliste. Pourquoi je vais changer de formation pour être quelque chose que je veux pas? C'est bizarre quand même. Je me suis dit que non, je vais me donner à fond. Je vais réussir. Je vais réussir. Donc, du coup, moi, c'est tout ce que j'ai à aller dire, de pousser 2 fois plus. Et puis, de se donner un objectif. Exactement. Mais c'est ça. Quand plus on déjà, c'est un objectif. Donc, si tu as ça pour l'objectif, prépare tout dès le début. À partir du mois d'octobre, sois vraiment prêt. Et il faut tout casser, c'est possible quand même. Ok, donc c'est intéressant et tout. Maintenant, tu as fini ton entretien, tu es confiant. Et surtout même, tu as signalé un point, ça peut vraiment être intéressant parce que la prière, tu as dit, faut toujours prier. Par exemple, l'année là, j'ai des amis qui ont fait l'entretien, j'ai des personnes qui ont fait l'entretien. Et vraiment, après l'entretien, ils étaient confiants, ils disaient que je suis sûr que l'entretien, ça va donner quelque chose. Mais après, ils ont vraiment pas de réponse parce qu'il y a le côté prière. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment intéressant et on va espérer que la prière accompagne tous ceux qui vont faire la procédure. Ça peut vraiment être intéressant. C'est pour cela que j'ai dit il faut se préparer conséquemment pour l'entretien. Parce que l'entretien Campus France, ça représente beaucoup. Mais bien qu'il y a des universités, des petites universités qui ne regardent pas la vie Campus France, mais au niveau du visa, ça va être compliqué si tu n'as pas un avis favorable à l'entretien. Exactement. Parce que au niveau du visa, il y aura pas d'entretien. Donc ils s'en tiennent en fait du fait que tu as fait ton entretien à Campus France. Si tu n'as pas un avis favorable là-bas, ça va être un peu compliqué d'avoir le visa. Même si tu as
des admissions dans certaines universités qui ne regardent pas la vie Campus France. Ouais, je comprends ça quand même. C'est intéressant. Donc, tu as fini maintenant l'entretien à peu près, tu te rappelles, c'était dans quelle période? Et après l'entretien, tu as attendu combien de temps pour avoir tes premières réponses? Ouais, j'ai fini mon entretien après 30 minutes avec l'agent. Ouais, c'était chaud bouillant, mais j'étais confiant. À ma sortie, je me disais, ouais, j'ai réussi mon entretien. D'abord, après 30 minutes de mon entretien, il y a mon frère qui m'a appelé parce qu'il était un peu stressé, lui, parce que je me sentais pas trop bien la veille. Bien que j'étais pas stressé, non, j'étais pas stressé du tout. Ouais, mais vraiment, tu te sentais pas bien, quoi. Ouais, je me sentais pas bien physiquement. Ouais, ok. Il m'a appelé, il m'a demandé comment c'était. J'ai dit ouais, en fait, c'était bien passé. Le monsieur n'était pas trop dur avec moi. Ok. Bien qu'il y ait des questions pièges, mais j'ai pu m'en sortir. Et puis la deuxième personne aussi qui m'a appelé, c'est toujours ma maman. Ok. C'est celle qui est toujours derrière moi. Normal. Ouais, elle m'a demandé aussi comment c'était. J'ai dit, écoute, maman, j'aurai des admissions, même pas une admission, j'aurai des admissions. Je suis confiant. Ouais, je l'ai très bien passé. C'était pas comme la première fois où l'agent m'a demandé d'écrire mes motivations en anglais. Et l'agent il m'a donné, c'est pas un papier. Il m'a dit, mais monsieur, rédigez vos motivations en anglais. Je me suis dit, waouh. Attends, sérieusement parlant? Ouais, elle m'a demandé ça. C'était une dame. Parce que d'abord, en fait, je reviens, il faut pas mentir sur son CV. Ah ouais. Il faut pas mentir sur son CV. Moi, la première fois, ça m'est arrivé, en fait. Okay. Parce que je voulais tellement venir en France, j'ai écrit sur mon CV que, en fait, j'étais bien en anglais. Ah ouais, Il faut pas écrire ça. Les gars, parce que c'est un piège. Attention. Ah ouais. En fait, c'est un accent particulier. Ouais, exactement. Donc, la dame, elle s'est servi ça et elle m'a demandé de rédiger mes motivations en anglais. Ah là, c'était pas du tout attendu. Ah ouais. Mais la deuxième fois, donc, du coup, j'ai fait mon CV nickel, mes compétences. Donc, du coup, là, ça s'est très bien passé. Okay. Je disais toujours que j'aurais des admissions, même pas une. Okay. Par après, après 2 semaines, non, même le jour même, après, c'est pas 2 heures de temps, ils m'ont envoyé un mail, campus, me disant que, ouais, ils ont transmis mon dossier aux universités. Okay. Je disais, oui, peut-être que c'est un bon signe qu'ils m'envoient le mail, bien qu'ils n'étaient pas obligés de m'envoyer le mail parce qu'il y a ces personnes qui ne reçoivent pas le mail. Mais j'en ai parlé à mon frère, il m'a dit, ok, peut-être que c'est un bon signe. J'ai dit, ok, en tout cas, je sais que j'aurai des admissions. Okay. Il m'a dit, ok. Maintenant, après 2 semaines, 3 semaines, je faisais toujours mes prières. C'est pas au bout d'un mois, j'ai eu une première admission qui est celle de Lorraine, l'université de Metz. Ouais. Ils m'ont envoyé une admission, mais déjà l'université, ça me disait pas trop. Ok, mais déjà ça a commencé. Oui, ça a commencé parce que déjà j'ai vu aussi au niveau de la formation, c'était une formation non exonérée. Ouais. Bien que mes parents, bah ils pouvaient le payer. 2700, 2800, ils pouvaient le payer. Mais je me disais que ouais, il faut que je trouve une université et puis une formation aussi que j'aime bien. Exactement, surtout c'est un point important quand même. Ouais, que j'aime bien. Et donc ça a continué. Après 2 semaines aussi, j'ai eu une autre admission de Strasbourg. Ouais, là aussi je me disais ouais, il reste toujours des universités que j'aime bien, qui n'ont pas encore répondu. J'ai aussi eu une admission ici à Besançon. Je me disais ouais, c'est l'université que j'aime bien. Okay. J'aime bien l'université de Franche-Comté parce que déjà j'avais consulté, je me suis documenté sur l'université. J'ai vu la formation, son parcours professionnel. Oui, où ça va mener après. J'ai dit ouais. Là, l'université, cette université, je vais vite valider. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit que j'ai une admission à Besançon. Il m'a dit, waouh, Besançon, c'est à côté de moi. C'est à Dijon, moi. Donc, c'est tranquille, là. J'ai dit, waouh. Mais il fait des choses très bien. Ouais, j'ai tout de suite validé mon admission. Et voilà. Ok, bah, c'est intéressant. Dans un point, on va dire tout se passe bien parce que ça commence par une première admission, une deuxième, une troisième. Et même une quatrième après. Et puis avant même que les refus ne viennent. Oh, c'était trop bien. C'était trop bien. Parce que contrairement à moi, par exemple, ça a commencé par un refus. Et là, dès que ça commence par un refus, tu paniques parce que tu te dis,
Si ça a commencé par ça, c'est que c'est sûr que ça va s'enchaîner. Ouais, ils te font douter du temps. Exactement. Ouais. Et il y en a même, quand ils racontent leur histoire, ils partent jusqu'à 6 refus enchaînés. Ouais. Et maintenant, la septième devient une réponse. Ouais. Mais c'était bien. Ok, donc là, maintenant, tu as toutes tes réponses, tu es tranquille. Et maintenant, comment tu entames la procédure visa? Tu as attendu de valider ta dernière université. À partir de là, tu as commencé les procédures. Ben, dès le début, tu t'es déjà renseigné sur comment le visa se passe. Oui, là, après les réponses des établissements, je disais d'abord à mon frère, il me faut d'abord une attestation d'hébergement sur Besançon. Bah, il m'a mis en contact avec l'association, bah, parce qu'il me disait toujours, faut faire les choses de toi-même, faut connaître les personnes qui sont là-bas, bah, faut les côtoyer dès maintenant, parce que si tu es là-bas, je ne serai pas toujours là à t'épauler. Donc, du coup, bah, j'ai écrit dans le groupe que je voulais une attestation d'hébergement, chose qu'ils m'ont facilité. Il y a un gars ici à Besançon, le grand Ousmane Bari. Ouais. Heureusement qu'il avait le même nom que moi, Ouais. parce que je suis Bari aussi. Ouais, intéressant. Ça. Ouais, il est de nationalité guinéenne, non, d'origine guinéenne, de nationalité française. Ouais, il m'a fait ça, l'attestation d'hébergement. Il me fallait aussi la prise en charge, mais comme mon frère il travaille, il avait un CDI, il l'a fait avec, il avait quelque chose de 18 000 euros dans son compte. Heureusement pour moi. Ouais, heureusement, tout s'enchaîne. Heureusement pour moi, il a été, parce que il avait signé un CDI avec une entreprise. Ils ne sont pas compris, mais ici en France, si tu ne te comprends pas avec une entreprise, si tu as un CDI, donc ils seront obligés de te payer, je sais pas, 6 mois ou plus. Donc du coup, il s'est retrouvé avec 18 000 euros dans son compte et que moi j'ai aimé personnellement parce que ça m'a facilité la tâche. Bénéf. Bénéf pour moi. Et donc du coup, il m'a fourni tous les documents qu'il fallait pour la prise en charge et tout ce qui est hébergement. J'avais ces documents. Il fallait aussi faire la demande de visa, prendre un rendez-vous à Capago. C'est là que ça a commencé un peu à me faire chier parce que Capago, une fois que j'ai pris le rendez-vous, ils m'ont mis dans une file d'attente de plus de 6 000 personnes. Je t'ai dit. Ouais. Je sais. Et là, c'était une galère. Ouais. Là, c'était une galère. À chaque fois, j'ai envoyé des mails. Bah, je me souviens même d'un jour, un beau matin, j'étais tellement stressé, je pleurais parfois. Je les ai écrit un mail. J'ai dit ceci. Madame, s'il vous plaît, je ne connais pas. S'il vous plaît, faites parlons de vos enfants si vous en avez. Allez-moi dans la file. Compliqué. Dans cette file d'attente qui a plus de 6 000 personnes. Je dois aller en France en septembre. Ouais. J'ai des cours à suivre. Si je fais pas mon dépôt avant septembre, c'est que c'est moi pour moi. Même si j'ai 4 admissions, mais ça ne veut rien dire si j'ai pas le visa. Bah, j'ai fait des démarches, je suis allé à Capago, à chaque fois j'y allais. Le gardien me disait non, vous pouvez pas rentrer si vous n'avez pas un rendez-vous. Là, ça devenait tellement stressant. Mais au fil du temps, ils m'ont enlevé dans la file d'attente. J'ai pris rendez-vous, j'avais tous les documents déjà, j'ai envoyé. Et puis là aussi, une fois à Capago, j'avais oublié que j'avais pas fait la réservation. Ah, du pied d'avion. C'est notre problème. Ils ont vérifié les documents, ils m'ont dit, mais messieurs, vous n'avez pas la réservation. Je me suis dit, waouh. Ah non, là, c'est mort pour moi. Hein. Ouais, ça veut dire Là, c'est mort. C'est la seule fois que j'ai perdu espoir. Ils m'ont dit, monsieur, écoutez, vous pouvez aller faire la réservation. Je suis vite descendu. C'était un vendredi aussi, parce que c'était aussi 12 heures. Les vendredis, tout le monde partait à la mosquée. Ouais, c'est Je suis compliqué. descendu pour le faire. Il y a une agence à côté, une agence de voyage. Je suis allé là-bas, ils étaient fermés. Je me disais, oui, c'est mort pour moi. Déjà que le dossier, je les ai transmis le dossier, c'est mort pour moi. Peut-être qu'il veut seulement me soulager. Mais j'ai attendu qu'il revienne à la mosquée. Bah, j'ai fait, j'ai donné, c'est pas 50 000 comme ça. J'ai fait la réservation, ils m'ont donné le papier. Je suis revenu et j'ai vu la femme, je l'ai transmis le document. Mais je me disais que non, peut-être même, ils vont même pas regarder mon dossier. Parce que j'ai raté. Ouais, je comprends. Je suis rentré à la maison stressé. Il y a mes frères qui me consolent à chaque fois, ma mère qui me console à chaque fois.
J'ai tellement pleuré qu'ils m'ont dit, même si tu n'as pas même si tu n'as pas le visa, non, on va t'envoyer. On va t'envoyer, on s'en fout que tu joues pas maintenant. Il faut que tu y ailles. Parce que déjà, on voit que maintenant tu n'es pas patient, en fait. J'avais perdu patience. Mais c'est mon truc, ma demande de visa est restée 2 semaines de stress. Bien sûr. Parce que je suis passé par une prise en charge. Il faut reconnaître que ça prend un peu de temps par rapport aux AVI ou bien au truc pareil. Je suis resté 2 semaines. Le deuxième vendredi, ils m'ont envoyé un mail me disant, monsieur, votre passeport, il est disponible à Capago. Là, j'ai voulu me laver, avant d'aller, parce que c'était à 9h. Mais je pouvais pas. Je pouvais pas, je tremblais. Je me disais, attends, mais Capago, il pouvait pas me dire que si j'ai eu mon visa ou pas. Il m'a envoyé un mail me disant que non, mon passeport, il est disponible. C'est fou, ça. Bah, après, je me suis directement rendu à Capago, bien qu'il m'avait dit de passer à 12h, mais moi, à 9h, j'étais là-bas. Le gardien, il m'a dit, mais monsieur, on vous a dit 12h. J'ai dit, ouais, mais je pouvais pas rester jusqu'à 12h. Déjà, ça savais pas ce qui était dans l'enveloppe qu'ils allaient nous donner, là. Je suis directement allé dans la salle parce que il faut reconnaître que c'est le seul jour que le gardien il a été sympa avec moi, mais je l'en veux pas, c'est son travail. Ouais. Je suis rentré, ils m'ont donné l'enveloppe. Ouais, il faut l'ouvrir maintenant. J'ai commencé d'abord à secouer l'enveloppe pour savoir s'il y a un papier blanc à l'intérieur, parce qu'on me disait s'il y a un papier blanc, c'est que c'est le refus. Ouais, c'est un motif. Ouais, c'est le motif, en fait. Exactement. J'ai secoué l'enveloppe avant de l'ouvrir. Je tremblais. Mais tu sais aussi, c'est interdit d'ouvrir l'enveloppe, en fait, au centre. Ouais. J'étais dans l'ascenseur maintenant. Il y avait une autre femme. Elle me disait, mais monsieur, écoutez, faites doucement. Faites patient. Faut l'ouvrir. Faut garder espoir. Exactement. Bah, ce qu'il fit faire, j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai vu qu'il y avait pas le papier blanc, le fameux papier blanc. Déjà, ça c'est un signe. C'était un peu ça. Ouais. Maintenant, j'essayais d'ouvrir en fait le passeport. J'ai vu qu'il y a le visa. Ouais, super. Là, je me suis dit, alhamdoulilah. Super. Ouais. Dieu merci. Mais c'est intéressant ça quand même. Tu as vécu quand même vraiment beaucoup de stress et à peu près tout le monde partage la même chose. Quand même, pour ceux qui seront encore dans leur procédure, bah, restez focus, espoir et surtout croyez en Dieu. Dans tous les cas, si votre destin est de venir, je pense que tu viendras. Ouais. Et si ce n'est pas pour cette année, l'année prochaine, mais on souhaite quand même le meilleur à tout le monde. C'est intéressant quand même. Donc, en résumé, tu as pris une prise en charge, tu as trouvé une attestation d'hébergement et tout. Et par rapport à l'attestation d'hébergement, parce que je vois certains étudiants ont du mal et tout, à ton avis, quel conseil, parce que toi tu as eu la chance d'être mis directement en contact avec l'association, mais pour ceux qui ont du mal à trouver leur association, quel conseil tu peux les donner par exemple? Moi, je vais d'abord leur dire de faire les choses dans les règles de l'art. Bah, il y a ces personnes, ils te fournissent une attestation d'hébergement. Bah, de n'importe quoi. Parce que il y a des trucs à respecter pour les trucs d'hébergement. Exactement. Il y a c'est pas l'espace à respecter, plus de 18 mètres carrés. Il faut le respecter et la surface. Et aussi savoir que tu ne peux pas être dans une autre ville et faire une attestation pour une autre ville. Bien qu'il y a ces personnes qui le font ça peut marcher, mais au fait, il faut se rassurer, il faut se rassurer. Il faut trouver des personnes qui sont dans la même ville. Et, j'ai même des amis qui sont passés par des réservements d'hôtels. Oui, ça aussi, tu peux le faire, c'est légal. Moi, tout ce que j'ai à conseiller à ces personnes de ne pas passer par l'illégal. Par l'illégal, parce que la France, il faut savoir que ça passe pas du tout. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Ils vont voir dans tous les cas. Ouais. C'est intéressant quand même. Merci beaucoup pour tes conseils et voilà. Maintenant, on va attaquer la partie la plus intéressante parce que les étudiants se posent rapidement. Maintenant, le jour du départ approche. Comment tu te prépares et comment tu vis ce moment unique là? Parce que même maintenant, tu peux te retrouver en Guinée plusieurs fois et revenir, mais la première fois reste toujours unique. Comment tu prépares ça et comment tu le vis? Ouais, d'abord là, quand j'ai mon visa, je l'ai pris en photo, j'ai envoyé à mon frère. Il m'a pas répondu, il a vu le message, il m'a pas répondu. Après 2 heures de temps, il m'a envoyé un billet d'avion. Putain, c'est intéressant ça. Il m'a envoyé un billet d'avion, je me disais, mais
il est fou, les gars. Ouais, je te dis. Il n'a même pas répondu au message. Il m'envoie directement un billet d'avion. Il a dit. Ouais, le billet, c'était encore à 2 semaines. Et là, je me disais, mais, ouais. Ma famille, c'est avant tout d'abord. Ouais. Parce qu'il faut savoir, pour acheter un billet d'avion, il faut, si tu ne veux pas trop dépenser. Il faut le faire avant. Ouais, il faut le faire en fait, 2 mois ou bien 3 mois, c'est pas un mois. Quelque chose comme ça, ouais. Mais lui, il a fait, le même jour. Donc, le billet, il était cher. C'était très cher. Ouais. Merci grand frère. Merci à la famille d'abord. Ouais, et puis là, je devais bouger c'était une semaine, hein. Une semaine avant. Ouais, là, je me préparais. Et puis, je suis rentré directement à Pita, parce que j'étais à Conakry. Okay. Je suis rentré directement à Pita. Et j'ai dit à la famille que oui, bien qu'il y a certaines personnes qui savaient que j'ai eu le visa. Après 2-3 jours, la famille était là et ils préparaient des trucs. Il achetait des valises, il achetait des habits, il achetait tout. Ils ont tout mis en place, bien que moi j'étais pas au courant de rien. Ils m'ont dit ouais, tu pars en France, tu vas le laisser ici. Moi j'étais content la semaine là. Et, mais après, quand je devais bouger pour Conakry, parce que je suis parti à Conakry avec mon frère, la veille, là je me suis senti un peu triste parce que je devais quitter la famille, bien que la plupart de ma famille ils étaient là, mais c'était un choc pour moi. Ouais, normal. Parce que moi il faut savoir que j'ai jamais quitté ma famille, même 3 mois. C'est la première fois que je quitte ma famille dans 3 mois en fait. Même quand j'étais à l'université en Guinée, à chaque 2 mois je partais à Pita voir ma famille. Je comprends. Ouais, et là c'était un choc pour moi. Parce que il faut savoir aussi que je m'entendais bien avec la famille, avec mes nièces, mon neveu, que je voulais pas quitter du tout. On s'entendait bien. Ils sont des petits, tout le monde. Et, on a pleuré ces jours. Mais c'est sûr, c'est comme ça. C'est vraiment dur. Ces jours. Depuis le matin à 4 heures, mon frère il a sorti la voiture. Ouais, c'était le grand jour. C'était mercredi. Je devais venir le jeudi. Donc du coup j'ai quitté. Nous avons pris la voiture à 4 heures. Mon frère et moi qui étaient là-bas, on est venu à Conakry. On est arrivé dans les vents de 12h, 13h. Ouais, là on s'est reposé et puis je suis allé récupérer mon permis de conduire parce que je l'avais fait. Et conseil pour ceux qui viendront, faites un permis si c'est possible, hein, ça peut. Ouais, parce que ça peut vraiment vous aider ici. On ne peut pas conduire sans permis. C'est pas comme Conakry. Exactement. Désolé pour les Conakriens. C'est la réalité, ouais. Je suis allé récupérer mon permis. Je suis allé faire mes vaccins, tout et tout. Et voilà, le jeudi, j'étais là encore. Maintenant, je voulais plus venir. Ah ouais. Ah bon? Ah, je te jure. Mais pourquoi? Ouais, parce que je voyais mon frère. Il était là. Je sais qu'il compte beaucoup sur moi. Ouais, même si c'est pas financièrement, déjà lui il est financièrement stable, mais il compte sur moi, sur mes conseils. On s'entendait bien aussi. Je le voyais, il était triste, pas triste parce que je venais en France. Il aime que j'ai réussi dans la vie. Mais quitter, c'était un choc pour lui. Ouais. Je comprends parfaitement. Là on était là-bas. À 16h, il fallait aller à l'aéroport. Parce que je devais me poser à 19h. Et là, on est parti à l'aéroport à 19h. Voilà, je vois le truc. Là, c'était le grand jour. C'est dur, ouais. Je suis monté dans l'avion. Après 2 minutes, il m'a appelé. Il pleurait. Il m'a dit, mais c'est vous avez bougé? J'ai dit, ouais. C'est dur, hein. On a bougé. C'est dur, ouais, parce que même moi, j'ai vu qu'il y a à peu près la même chose. Moi, le jour de mon départ, c'est comme si quelque chose t'attache pour ne pas aller, quoi, parce que vraiment, la famille, quitter, c'est dur. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur. Ouais. Et du coup, par rapport aux choses que tu as achetées, parce que souvent, il y a des étudiants qui se posent des questions. Ah, j'ai maintenant mon visa, je veux venir, mais qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce que je dois prioriser? Parce que sûrement en France, quand tu es venu, tu as vu le mode de vie et tout, c'est pas pareil. T'as vu vraiment ce qui était important et ce qui n'était pas important. Donc, pour toi, côté habit ou bien côté quelque chose à envoyer, qu'est-ce qui est
vraiment la chose à prioriser et les choses à ne pas prioriser parce que forcément tu n'auras pas besoin de tout ici. Mais franchement, moi, j'ai eu la chance parce que si aurait été moi, j'allais rien acheter, mais ça allait me rattraper parce qu'il faut le savoir. Ici en France, les habits, ça coûte très cher. Les chaussures, ça coûte très cher. Donc, si vous avez la possibilité de le faire en Guinée, faites-le. Mais ne faites pas souffrir aussi la famille parce que déjà quitter la Guinée, c'est un grand financement de la famille. Ouais. Mais moi, je me suis même pas rendu compte qu'ils avaient acheté des valises, des habits. Okay. Déjà, la famille, ils connaissent ce que j'aime. Mon frère, il était là-bas. Il était parti avec certains membres de ma famille. Ils ont acheté plein de trucs, des habits, des chaussures, tout ce qu'il me fallait. Ils m'ont présenté. J'ai dit oui, ça va, j'aime bien, mais il fallait pas le faire. Okay. Oui, mais parce que, en fait, moi, je suis une personne qui n'aime pas fatiguer les gens. Ouais, tu te contentes du minimum Ouais, possible. du minimum que j'ai. Ouais. Et voilà, ils ont aussi respecté en fait, c'est que l'aéroport, il existe par rapport aux valises. Ouais, le poids et tout. Le poids, j'ai juste pris ça. Mais il faut vraiment savoir que les trucs là sont chers en France. Si vous avez la possibilité de le faire en Guinée, faites-le là-bas. Achetez autant que vous pouvez des valises, des chaussures, des vêtements. Il faut tout venir avec. Et même des cahiers s'il faut. Parce que les cahiers ici, c'est un peu cher par rapport à en Guinée. Si tu viens avec, là, t'es tranquille. Hein. Ouais, ça peut T'es tranquille. Mais ta première année ici, ton premier jour, bien, pendant l'ouverture, si t'es venu avec un peu d'argent, au lieu de gaspiller ça aussi pour acheter des habits, des fournitures scolaires, si tu viens avec ça, donc du coup, là, t'es tranquille. Ouais, intéressant. Super bon conseil. Maintenant, on va attaquer la vie en France parce que ça aide beaucoup d'étudiants. Donc, on va commencer. Dès que tu as mis pied à l'aéroport, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vraiment senti comme changement? Ouais, là d'abord dans l'avion, je me sentais bien. Oui, bien que j'avais un peu mal aux oreilles parce que c'était ma première fois de prendre l'avion. Arrivé à l'aéroport, ouais, je me suis senti un peu étrange dans mon corps déjà parce qu'il faisait bien que c'était l'été, mais il faisait un peu froid le matin. Je suis arrivé à 6 heures. Il y avait mon frère qui m'attendait à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, je l'ai vu. J'étais tellement ému parce qu'il faisait 6 ans et je l'avais pas vu. Wow. Ouais. J'étais très ému. Déjà de de sa disponibilité, bien que c'est mon frère, mais il faut le savoir, ici en France, c'est un peu dur pour une personne de se déplacer de Dijon jusqu'à Paris, prendre sa voiture, aller, même si c'était ta mère ou bien ton père. Il est parti m'attendre, donc du coup, je l'ai vu, j'étais ému. Il m'a pris de l'aéroport, nous sommes passés au restaurant, on a mangé, et il m'a acheté quelques trucs de douche. Nous sommes repartis à Dijon. Il était dans une chambre. Il s'est dit qu'il va me mettre bien aussi. Parce que je suis quelqu'un, j'aime pas partager ma chambre. Il le savait, hein. Il le savait depuis la Guinée, j'aime pas du tout partager ma chambre. D'accord. Donc, du coup, il m'a pris une autre chambre. J'étais bien. La chambre était bien aménagée. Il y avait une belle vue. Je faisais des petites vidéos parce que moi, c'était ça. Ouais, c'est bien. C'était sympa. Ouais, c'est bien. Alors, c'est intéressant. Ok, maintenant, parlons des cours. Et comment tu as eu l'impression des premiers cours et comment tu t'es organisé jusqu'à maintenant pour pouvoir au moins réussir ta première année et quels sont les conseils que tu peux donner aux nouveaux étudiants aussi qui viennent pour vraiment s'intégrer facilement. Voilà, là, c'était le grand défi. Hein. Ouais. C'était le grand défi. Hein. Ouais. Parce que moi, je me disais, j'ai le niveau, je vais bouffer les Français. Hein. Ouais, facile. Déjà que je parlais très bien le français, je me disais, non mais, ça va le faire. Le premier jour, en fait, moi, je suis pas allé à l'école. Il y a une amie, Oumou, qui était revenue de l'école. Elle est venue chez nous. On était avec des amis. Elle a demandé comment s'est passé le cours. Elle nous a dit, mais c'est dur, hein. Wow. C'est dur. Je me disais, mais non, mais ça va le faire. Ça va le faire tranquille. Ça va le faire. Moi aussi, je suis parti à l'école le lendemain. Et puis, malheureusement pour moi,
C'était un cours d'anglais. Alors, je comprenais rien de tout ce que la prof elle disait. Même la prof elle a demandé c'est qui les nouveaux. J'étais là, je comprenais rien de ce qu'elle parlait. Waouh. Il a fallu qu'un ami me dise mais c'est la prof elle demande c'est qui le nouveau. J'ai dit ouais mais moi je suis nouveau. Il m'a dit mais réponds à la prof alors. Waouh, c'est compliqué ça. Je me suis dit waouh. Ça commence mal. Ça commence très mal. Et puis au bout du fil, il y a des larmes qui sortaient dans mes yeux. Ouais. Je me dis, est-ce que je vais réussir parce que là, il est faux, il est faux, mais là, c'est plus dur que moi. Ouais. Ça te dépasse un peu. Ça me dépasse. Parce que je comprenais rien de ce qu'elle parlait. Ouais. Et là, ça a continué avec un autre cours aussi. La prof, elle rentre dans la classe. Elle dispense son cours. Moi, j'étais là, je comprenais absolument rien. Et puis il y a aussi les autres étudiants parce que eux ils prenaient des notes dans des ordinateurs et moi qui prenais des notes dans mon cahier, j'avais du mal à prendre des notes. Et ils sont ordinateurs. Et ils sont dans des ordinateurs. En fait, tu n'entendais que le bruit des claviers, en fait, du clavier. Non mais c'est quoi? Tu n'as plus confiance en toi. Je me disais que là, il faut vraiment que je redouble d'efforts. Et puis, ça a continué un mois, 2 mois. J'étais toujours dans la galère. Je me souviens, la première fois que j'ai participé au cours, c'était en ethnographie de la communication. Là, je commençais un peu à comprendre le cours parce que j'avais des amis ivoiriens qui m'ont beaucoup aidé aussi à m'intégrer. Là, elle a posé une question qui a rapport avec le journalisme. Déjà, c'était mon domaine, là, moi. C'était ma passion. Là, j'ai répondu à la question. Après, elle a donné un exercice. Elle a dit que mais c'était pas obligatoire. Il fallait faire une interview avec une personne inconnue et puis filmer et puis ramener en classe. Et je me disais, ouais, c'est ma chance qui est là. Ouais, c'est ma chance qui est là, je l'ai tenté. C'est ma chance qui est là parce qu'il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui aime beaucoup parler en classe. Si je parle pas, c'est que je comprends pas les cours. J'aime me montrer en classe. J'aime vendre mon image. Là, en fait, j'ai commencé à participer au cours. Je suis revenu aux courses. J'ai fait l'exercice avec la même Oumou. Je l'ai pris comme une inconnue. J'ai fait l'interview. J'ai filmé. Il y a un ami aussi qui nous filmait. J'ai ramené la vidéo en classe. On a projeté la vidéo. La prof elle m'a dit waouh, c'est très bien ça. T'as fait le journalisme toi? J'ai dit oui, je l'ai fait. Je l'ai fait le journalisme à Pita. C'est eux qui m'ont formé. À la radio rurale de Pita, ils m'ont très bien formé. Merci à eux aussi. Ouais, parce qu'il faut le reconnaître. Et c'est très bien parce qu'on le dit pas assez, mais vraiment nos formations, peu importe le pays, ça aide beaucoup. Même moi, je suis vraiment témoin de ça. Ouais, ils m'ont très bien formé. Ils m'ont pas lâché d'une minute. Ils m'ont tout donné en fait. Et là, la prof elle me disait bah ça va, je vais pas te noter, mais quand même c'est une très bonne chose. Personne l'a fait, toi tu l'as fait. Et puis là j'ai commencé à avoir encore confiance en moi. J'ai continué à bosser avec mes amis, les Ezekiel, les Alitou. Ils m'ont tout donné aussi, ils m'ont aidé à m'intégrer. Et voilà, aujourd'hui, au premier semestre, j'ai validé le premier semestre avec 12 de moins. Oui, mais il y avait, en fait, quand je l'ai dit aux gens, ils me disaient, oui, c'est un bon début. Il faut savoir que la première année ici en France, c'est dur, c'est très dur, compliqué. Tu peux pas réussir. En fait, peu de gens réussissent le premier semestre. Mais je me disais, en fait, je peux donner le meilleur de moi. 12 de moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut que je travaille deux fois plus. Bah là, je me suis aussi concentré sur mes cours. Bah là, ça va aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Merci alors. Et personnellement, quelle organisation t'a permis vraiment d'arriver à 12 de moyenne? Parce que la moyenne, c'est 11 de moyenne. Généralement, les nouveaux étudiants qui viennent, quand ils demandent d'autres soit 10, 11, mais 12 de moyenne, on va dire vraiment, c'est très bien, c'est très bien. C'est même pas peu, mais c'est très bien. Donc, quelle organisation qui t'a permis vraiment d'arriver à ce niveau pour que les étudiants qui viennent d'arriver puissent vraiment bien s'organiser et pouvoir aussi prétendre avoir 12 de moyenne, des trucs comme ça?
Je dirais les révisions. Moi, je révisais beaucoup. Mes heures de pause, je partais à la BU, je prenais des documents, je lisais beaucoup. J'ai aussi pas mal de trucs à faire sur Internet qui peuvent m'aider à m'intégrer. Et aussi mes amis, Ezekiel et Alidou, parce que je parle souvent d'eux, ils m'ont beaucoup aidé. À chaque fois, je les appelais, si je comprenais pas un truc en classe, je les appelais, on passait 30 minutes au téléphone, 40 minutes au téléphone, et ils m'expliquaient le truc. Je partais chez eux parce que eux, ils sont là depuis la première année. Et moi, je suis venu directement en troisième année. Donc, ça va être complètement différent, en fait. Exactement. Ezekiel, il faut savoir aussi, Ezekiel, il est très bien. Il a toujours des 16, 17 de moyenne. Ouais. Donc, du coup, je partais à chaque fois chez lui, il m'expliquait des trucs. Et j'ai regardé aussi pas mal de tutos sur YouTube. Je me connectais aussi sur mon Moodle pour voir les cours, pour voir les impressions des professeurs. Ok. C'est ce qui m'a permis d'être à 12 de moins. Hein. Ok, donc super, c'est déjà bien et surtout comme tu l'as dit, pour les nouveaux, il faut déjà réviser, bien s'entourer et ne pas avoir honte et avoir l'audace de poser des questions quand il le faut et vraiment aller vers l'essence parce que je sais qu'il va vraiment vous aider. Ouais. Il faut vraiment s'intégrer. Hein. Il faut se faire des amis qui pourront te tirer vers le haut. Exactement. Ouais. Ok, et voilà une question très importante parce que tout le monde est confronté à ça. À ton avis, comment toi tu gères par exemple les réseaux sociaux? Parce que en Guinée, on le sait, il y a vraiment un problème de connexion. Soit tu payes, passe Orange, ça dure même pas. Donc tu n'as pas le temps. TikTok et trucs, YouTube, tu n'as pas trop le temps pour ça. Mais ici, tu as la connexion, on va dire, tu baignes dedans. Donc du coup, certains vraiment s'abandonnent facilement à TikTok, Facebook et tout, et ça vraiment ça les fatigue. Toi, quelle solution tu trouves à ça? Ou quel est ton avis? Ou comment toi tu t'organises personnellement à ça pour ne pas que ça te fatigue dans tes révisions ou dans ta vie de tous les jours, quoi? Moi, personnellement, je me dis que les réseaux sociaux, c'est un temps, il faut se planifier, faut pas en faire de n'importe quoi. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a un truc bien, mais aussi il y a des inconvénients. Par exemple, moi, disons, parce que moi, je fréquente généralement Facebook, et Instagram parfois et aussi Snapchat. Mais sur Facebook, les gens ils pensent que c'est juste un divertissement. Mais moi, je m'inspire beaucoup de Facebook. Ok. Et puis, je m'informe beaucoup aussi sur Facebook parce qu'il faut le reconnaître, c'est un média qui informe plus que les radios dans le monde où nous sommes. Dans une minute, tu peux savoir tout ce qui se passe dans le monde. Oui, je m'informe beaucoup sur Facebook, même par rapport aux télévisions, aux radios et tout. Aussi sur les autres réseaux, je me divertis un peu. Ouais. Donc, attention à ces problèmes. Quand vous venez, vraiment, faites attention. Parce que la connexion, elle est là pour vous. Vous êtes là, par exemple, 200 gigas par mois, 250, c'est beaucoup. Donc, pratiquement, des fois, tu te dis, aujourd'hui, je prends TikTok, je vais me divertir un peu. Et ça peut devenir une addiction et ça fait que ça t'empêche soit de te concentrer ou même de réviser. Ok, donc, on tourne cette page. Maintenant, on va attaquer le problème le plus important, on va dire, parce que certains étudiants, ils comptent beaucoup sur ça, sur le job étudiant. Donc, si tu as des conseils, ou bien comment toi, personnellement, déjà, t'es arrivé à avoir un job étudiant, si tu as déjà un job étudiant, et si tu l'as, comment tu l'as fait pour l'avoir, et quels conseils tu peux donner aux nouveaux pour les aider aussi à arriver pour avoir un job étudiant. Voilà, moi déjà, ma famille, mon frère qui est là, il me disait de non, de ne pas chercher des jobs d'étudiants, de se concentrer parce que les cours, c'était pas facile. Ouais. À chaque fois, il me disait ça. Le premier mois, ils m'ont dit de ne pas chercher de travail. Déjà, ils m'ont envoyé de l'argent, mon frère qui est là. À chaque mois, il m'a envoyé le prix de logement, pour ma nourriture, pour tout ce qui est bus et autres, mon téléphone. Il me restait même des économies encore. Je le dis grand merci. Mais au fil du temps, je me suis dit, faut pas toujours compter sur sa famille, son frère qui est là. Oui, il a des charges aussi. Il faut un peu le décharger de certains trucs. J'ai essayé de trouver quelque chose à faire. Et donc, j'ai postulé au restaurant Le Crous et m'ont pris. Je voulais pas le dire à mon frère parce que déjà il me disait non, tu travailles pas, tu te concentres sur tes cours, pendant les vacances tu pourrais travailler, mais là maintenant tu travailles à l'école, c'est ton objectif.
C'est ton objectif. Tu n'as personne à aider. Tu n'as personne à aider. Tu te concentres sur tes Tu te études. concentres sur tes études. Là, j'ai commencé à travailler au mois d'octobre-novembre. C'est le mois de décembre que je l'ai dit que j'ai commencé à travailler. Il était choqué. Il m'a dit non, mais écoute, tu peux pas avec les cours. Moi, je connais. Moi, j'ai étudié ici en France. C'est difficile pour un étranger de réussir ses cours s'il se concentre pas. Ouais, mais il a accepté. Il a fini par accepter que je travaille. Et là aussi, en fait, il y avait le goût de l'argent. Ouais, c'est tout ça. J'ai aussi postulé la Basic Fit, la salle de sport. Là aussi, ils m'ont pris. Ouais, super. Là aussi, ils m'ont pris, mais les résultats du premier semestre n'étaient toujours pas sortis. J'avais peur parce que là, j'ai commencé à un peu bosser, bien que j'ai révisé beaucoup aussi, mais j'avais un peu peur parce que j'avais plus le temps pour me connecter, voir des actualités. Parce que il faut le reconnaître, ça m'inspire beaucoup les actualités. Là, j'ai eu un deuxième boulot. Bah, j'ai démissionné de course. Je l'ai dit à mon frère que ouais, j'ai démissionné de course, mais j'ai eu un autre boulot. Là, je suis bien. Je travaille que la nuit. Et donc, je pourrais aller à l'école tranquille. Ouais, et la journée réussie. Ouais, il m'a dit, OK, moi, personnellement, j'ai pas trop galéré pour avoir un job d'étudiant, vu que, j'ai dit alhamdoulilah, parce que tout ce que Dieu il fait est bon. Bah, c'est Dieu qui m'a aidé à avoir un job d'étudiant, et tout. Ça, il m'a facilité les choses. Mais Besançon, on me disait que non, Besançon, c'est pas une ville qui donne d'opportunités aux étudiants pour les jobs d'étudiants. Mais moi, alhamdoulilah, hein. Ça va alors. Ouais. Ben, Dieu merci. Et pour les autres en vraiment envoyer un peu d'argent ou même beaucoup d'argent, parce qu'on ne sait pas, pour son cas ça va, mais pour un cas d'autre, ça peut être compliqué. Ouais. Vraiment. Très compliqué pour ça. Ouais. Donc venir avec de l'argent, ça peut être intéressant. Ok, bah c'est intéressant. On a vraiment fait le tour. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et une dernière question avant de clôturer l'émission. Parle-nous un peu de ta formation, par exemple, pour ceux qui sont acceptés dans ton domaine en communication et tout. C'est vraiment quoi? Qu'est-ce qui toi qui t'inspire dedans et quels sont par exemple les débouchés faciles ici en France pour que ceux qui viennent ils puissent vraiment se projeter un peu sur l'avenir quoi. Ouais, bon, ma formation en information et en communication pour un parcours en communication publique et politique. Là, il y a pas mal de débouchés, mais moi je me dis, peu importe la formation dans laquelle tu évolues, il faut se créer un avenir. Ouais. Il faut se créer c'est pas un emploi après. Il faut se dire que je vais devenir ça. Okay. Moi, de base, je vais devenir journaliste. Oui, c'est ma passion. Je savais que la communication pouvait mener au journalisme. En Guinée, lorsque j'étais là-bas, j'ai fait le journalisme. Donc, postuler aussi en communication, je savais qu'il allait me prendre. Là, en fait, il y a pas mal de débouchés. Il y a ce qu'on appelle chercher de com dans une entreprise. Okay. Il y a aussi la publicité. Mais moi, personnellement, pour le master, j'ai postulé pour une université de journalisme, une école de journalisme en alternance. Donc, ce qui va mener, ce qui va me permettre de devenir après un journaliste d'investigation. Ouais, c'est intéressant ça, les enquêtes criminelles là. Ouais, on va aller en Syrie, en Palestine et tout. Ouais. C'est intéressant. Et tu as parlé tout à l'heure que tu faisais un stage et tout. Et dis-nous un peu, tu as galéré un peu à trouver ça ou bien c'était à peu près un peu facile ou comment c'est passé pour avoir ton stage? Ouais, ici déjà en France, trouver un stage, c'est plus difficile d'avoir un visa, moi je dirais. Alternant un stage. Ouais, c'est plus difficile. Avoir un stage ici en France, c'est plus difficile qu'avoir un visa. Oui, mais moi, c'est comme toujours, j'ai pas aussi beaucoup trop galéré parce que il faut le savoir, je me suis vite intégré à Besançon. Besançon déjà qui est une ville en fait où tu peux t'intégrer facilement. Ouais. Bah j'ai envoyé des CV à des entreprises pour mon stage parce que j'avais un stage obligatoire pour passer en classe supérieure. Ouais.
Et donc, du coup, j'ai postulé dans les radios, dans des médias et tout. J'ai aussi postulé au laboratoire à l'université. Là, ils m'ont répondu, ils m'ont dit que oui, ils peuvent me prendre pour un mois, parce qu'il faut savoir que si c'était 2 mois, donc ça, en fait, il allait me payer. Oui, oui. Donc, du coup, j'ai postulé pour un mois, 5 semaines. Je savais que là, ils pouvaient me prendre. Ok. Ils m'ont pris, déjà, je me disais que oui, c'est une bonne formation. La recherche, si ça figure dans mon CV, c'est que oui, c'est sûr. Bon, après, ouais, j'ai continué toujours à postuler. Vu que j'avais une expérience en journalisme, j'ai postulé dans des radios. Il y a 2, 3 radios, ils m'ont contacté. La radio Sud Besançon, la radio Campus et une radio de Dijon. Et la radio de Dijon, je les ai carrément dit que non, j'ai trouvé un stage à Besançon, parce que Dijon, c'est pas la porte à côté, c'est à 1 heure de Ouais, Besançon. exactement. La radio Sud aussi, ils m'ont proposé le mois d'avril, et puis ça collait pas du tout, parce que le mois d'avril, je voulais tellement me concentrer pour le deuxième semestre, pour bosser 2 fois plus, pour décocher aussi le deuxième semestre. Ouais. Donc là aussi, j'ai désisté, j'ai dit non. Ok. La radio Sud aussi, ils m'ont proposé le mois de mars. Je me disais, oui, il me faut des stages, mais c'est pas pour cette raison je vais arrêter mes études ou bien délaisser mes études au profit des stages. Ok. Parce qu'il faut savoir si en fait, je fais pas de sérieux à l'école, Ça tombe sur toi. en fait, ça va me rattraper après avec la préfecture et autres. Exactement. Et aussi, je veux vraiment rendre fier à ma famille. Je vais pas les faire recruter de m'avoir envoyé en France. Ouais, ouais. Ouais, là aussi, j'ai désisté. Ok. Et là, je suis en stage au laboratoire en recherche en textométrie. Ouais, c'est intéressant, ça, c'est bien. Roman, tu fais un bon parcours, hein. On va le dire, tu fais un bon Ouais. parcours, hein. Ouais. C'est intéressant, ça. Ok, donc, pour finir, je vais juste te poser quelques questions vite fait et te donner aussi l'occasion si tu as une question, par exemple, à me poser. D'accord. Et comme ça, on va terminer l'émission. Donc, pour commencer, en France, ici, quelle est ta ville préférée? Bah, en France, ici, j'ai dit que toute la France, d'abord, c'est un pays que j'aime bien, Ok. qui donne d'opportunités aux étrangers. Mais il y a des villes que j'apprécie par rapport à d'autres villes. Oui, Dijon, c'est une ville qui est dans mes favorites. Ok. Et aussi au sud, parce qu'il faut savoir qu'au sud, il fait pas froid là-bas. Ouais, ouais, il y a ça C'est aussi. sur Aix-en-Provence. Bien que c'est cher là-bas, mais j'aime bien la ville aussi. Ok, bah c'est intéressant ça, c'est bien, c'est bien. Mais Paris, j'aime pas. Ouais, J'aime pas Paris. Hein. forcément, certains ne le comprennent pas, mais c'est quand vous venez et quand vous êtes allé à Paris une fois, 2 fois, vous allez Ah, comprendre. parce qu'à Paris, il y a trop de pression. C'est compliqué. Ok, et depuis le début jusqu'à maintenant, comment tu peux décrire ton expérience en France ici en 2, 3 mots comme ça? La France m'a permis d'être moi-même, Toi-même. Ouais, c'est intéressant d'être ça. moi-même, de me dire que oui, peu importe les difficultés, tu peux les surmonter, Ok. d'être motivé. Ouais, Ce sont les 3 mots. bah, c'est intéressant, hein. Ouais. Parce que quand tu viens, tu apprends beaucoup. Ça, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. J'ai beaucoup appris parce que je t'ai dit que moi, je vais pas quitter ma famille dans 3 mois. Mais jamais j'ai quitté ma famille durant 3 mois. À chaque 2 mois, on se voyait. Mais là, ça fait, c'est pas 6, 7 mois. Ouais, bien sûr. C'est Ouais, clair, je suis là en France, tranquille. Même mon frère qui est là, Ouais. on se voit pas. C'est tranquille. C'est compliqué, hein. Ouais. Ok, et par rapport à les moments que tu as vécu ici, quel est le moment vraiment, le plus beau moment que tu as vécu depuis que tu es là? Un moment particulier vraiment que tu te souviens, que tu as beaucoup apprécié? C'est la fois qu'ils ont projeté ma vidéo en classe. Ouais, une fierté Oui, personnelle. j'étais fier. J'étais fier ce jour-là. La prof, elle a projeté ma vidéo en classe. Et puis, il y a tout le monde qui regardait ma vidéo. Après, ils m'ont tous félicité. Ils m'ont dit oui, Bari, t'as fait un beau boulot. Ouais, Si intéressant. tu donnes à fond, tu peux réussir ici. Les professeurs, en fait, ils commencent vraiment à avoir confiance en toi. Ils t'aiment bien. Une fierté. Oui, c'était une fierté pour moi. Exact. Et puis, j'ai filmé avec mon téléphone que j'ai partagé sur mon Facebook.
J'ai eu pas mal de retours qui me disaient, oui, on a confiance en toi, Tu peux le faire, ouais. tu peux le faire, travaille 2 fois plus. Et puis, ça m'a vraiment donné la chair de poule. Ouais. Parce que je me dis que oui, déjà, mes auditeurs, ils m'aimaient bien. C'est à cause de moi, il y a beaucoup de personnes qui écoutaient de la radio à Pita. Ouais, ouais. À chaque fois que j'étais à l'antenne, ils allumaient leur petite radio. Ouais, c'est toi qui parle. Ouais, c'est Dieu qui parle. Intéressant. À travers ces gens qui me suivaient aussi sur les réseaux, à chaque fois que j'envoyais des reportages, quand j'ai envoyé la vidéo là, ils m'ont dit oui, tu peux le faire. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Peut-être faudra m'envoyer, on va mettre ça dans la description de la vidéo pour D'accord, les ça marche. curieux qui veulent aller voir, ça peut être D'accord, ça intéressant. marche, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Bah, je sais pas si tu as une question à me poser, voilà, si tu as une question, tu peux poser. Particulièrement, j'ai une question pour toi et tes abonnés. Ok. C'est que tes abonnés, ils s'attendent à cette question. Ah ouais? Donc oui, ils s'attendent aussi à cette question. C'est chaud, là. Oui, parce que si je me souviens bien, bah j'ai entendu dire que tu évolues tu évolues dans une formation d'ingénieur. Et nous savons tous l'ingénierie c'est pas quelque chose de facile. Ouais. Ça c'est pour les génies. Je me demande comment Mori, oui, parce que déjà là tu as reçu ton premier semestre, bien que tu es nouveau en France, Ouais. je sais que tu es donné à fond. Comment est-ce que tu peux décrire l'ingénierie en France par rapport à la Guinée? Ok, ça c'est une question globale et ça englobe beaucoup de choses. C'est intéressant quand même. Bon, l'ingénierie, déjà, moi, je le précise, je suis en ingénierie mécanique. C'est un peu différent des autres ingénieries. Et la différence majeure en France et en Guinée ici, c'est que déjà, l'environnement européen favorise beaucoup de développement. Et vraiment, en France, surtout personnellement, moi, ce qui m'a poussé à venir continuer ici, c'est que moi, je suis passionné par l'automobile et l'aéronautique, aussi un peu le naval, mais l'aéronautique, les avions, l'automobile, les voitures. Et la France a beaucoup d'entreprises leaders dans le domaine, à savoir Airbus qui me passionne beaucoup et Renault et tout. Donc, ce sont vraiment des grandes raisons qui m'ont poussé vraiment à faire l'ingénierie ici en France. Alors qu'en Guinée, bah, tu ne peux compter que beaucoup plus sur les sociétés minières, à savoir la CBG ou bien la SAG qui se trouve à Séguin, mais c'est eux qui emploient beaucoup. Donc, c'est un peu la différence. Alors que si tu es ici en France, il y a vraiment la possibilité de voler dans des secteurs comme l'aéronautique, un secteur vraiment hyper gigantesque, ou dans l'automobile, ou même dans les secteurs de l'énergie. Donc, c'est vraiment la grande différence et les opportunités qui se trouvent ici. Donc, je dirais un peu ça, et ceux qui viennent vraiment, c'est des domaines qui emploient beaucoup et vraiment qui ont un grand avenir. Donc, ça peut être vraiment intéressant si tu donnes à fond. Je sais pas si ça répond à ta question, ou bien si tu veux autre. Ouais, ça répond vachement à ma question. Et est-ce que après tes études, tu envisages de rentrer en Guinée ou bien de rester là en France, c'est pas pour des stages ou bien faire ta vie professionnelle? Bah, c'est intéressant aussi. Mais parce que vraiment, c'est une question, pas personnellement pour moi, mais pour tous les étudiants, parce qu'il y en a quand ils viennent, c'est pour rester ici pour de bon. Mais moi, je suis pas trop de la philosophie là. Je me dis que ici, c'est pour développer tes compétences et aussi t'ouvrir des opportunités. Mais ton origine reste ton origine. Donc, je me dis pas que dès la fin de mes études, je vais rentrer dans mon pays. Mais quand même, je me posais toujours dans un retour, dans un avenir proche dans mon pays pour participer non seulement au développement du pays, ou moi-même m'installer. Parce que la vie en France, moi, de mes 1 an là, je pense pas que ça va coller à moi pendant 10 ans. Parce qu'en Guinée, vraiment, beaucoup de choses me manquent de la Guinée. Ça, je vais pas te mentir. La liberté surtout. Parce que en Guinée, il faut savoir vraiment tout ce que tu gagnes. Non seulement c'est pour toi. Et puis, tu n'as aucune pression physique ou mentale ou morale sur toi. Surtout ça. Surtout ça. Mais ici, la pression, elle va rester toujours comme ça. C'est au renouvellement des titres de séjour, demande des titres de séjour, tout ça là. Des mois, on peut te le refuser, donc c'est compliqué. Donc, je me dis quand même que moi, personnellement, je suis dans la philosophie pour un retour au pays. C'est pas maintenant exactement quand, parce que là, on se projette, mais quand même, je suis dans cette philosophie. Moi, j'ai beaucoup apprécié ta réponse parce que déjà, bah, il faut le dire à haute voix. Il y a de ses frères qui vivent ici en France. Bah, ils font des études, oui. Après, ils commencent à travailler, mais il faut savoir la Guinée a besoin de nous aussi. C'est un pays qui nous a tout donné, hein, qui a financé nos études, même si c'est pas eux qui ont financé pour nous faire venir en France, mais ils ont beaucoup contribué. Beaucoup. La formation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, en fait, les redonner, mais il faut être reconnaissant.
C'est un message à tous les Guinéens, où que tu sois, que tu sois en Europe, en Amérique ou en Asie. Peu importe. Tu es venu étudier, fais tes études. Après, c'est pas 2 ans, 3 ans de formation professionnelle ici. Retourne-toi au pays, cherche un bon boulot là-bas et contribue au développement de ton pays. Ouais. Ouais, ça c'est un message à tous les Guinéens, où que tu sois. C'est intéressant. Et je dirais aussi, même pas tous les Guinéens, parce que tous ceux qui sont africains qui regardent la chaîne, c'est un message pour vous, même si tu n'es pas Guinéen, t'es Ivoirien, Sénégalais, ou je sais pas, retourne dans ton pays. Pas maintenant, mais quand même après, il faudra vraiment te poser, ça peut être intéressant. Ouais. Ok, merci beaucoup déjà. Je pense qu'on est bon. Je sais pas si tu as un tout dernier message à donner à ma communauté, et si tu l'as, on t'écoute, au cas contraire, on va clôturer ici. Mon dernier mot, ça va d'abord être, te dire merci Mouri, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci d'avoir aussi pensé à faire ces genres de trucs parce que ça peut aider pas mal de personnes sur les réseaux. Nous sommes dans un monde connecté et donc ça peut aider pas mal de personnes sur la procédure, mais aussi se préparer pour vivre en France. Quelque chose qui n'est pas du tout évident, mais si tu t'es préparé en avance, ça peut beaucoup t'aider et aussi remercier tes abonnés, de partager, de liker et puis de commenter tes vidéos, Exactement. de savoir qu'on ne peut pas tout donner sur les réseaux sociaux, mais en fait, il faut prendre le bon côté des choses. Exactement. Peut-être qu'on a dit quelque chose qui va blesser quelqu'un, mais c'était pas de notre intention. En fait, Exactement. si on a dit quelque chose de déplacé, de savoir qu'on est aussi des étudiants, Normal. des êtres humains. On peut se tromper, on peut faire des bêtises. Voilà, faut prendre le bon côté des choses, en fait. Ouais. Merci à toi et merci à tes abonnés. Merci à toi aussi. Vraiment, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Donc, on va se dire. Ok, merci Maurice.